Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Riftband. Plus précisément, pourquoi je pense que Riftband de League of Legends n'est pas un TCG qui est fait pour tout le monde, mais qu'en même temps il va tout casser. Tout d'abord, Riftband, c'est le nouveau trading card game de League of Legends. Je dis bien nouveau parce qu'ils en ont déjà eu un précédemment qui était disponible en ligne et maintenant ils se concentrent sur un nouveau marché, le marché du physique avec tout ce qu'on peut connaître d'un trading card game. L'objectif, c'est que j'ai beaucoup joué à ce jeu avec des proxys à l'heure actuelle, que je me renseigne énormément, que c'est un jeu qui m'intéresse moi énormément et que je me suis dit tiens, j'ai envie de faire une vidéo avec ces questionnements et ces réflexions que j'ai autour du jeu et notamment autour du fait qu'il n'est pas fait pour tout le monde, même si moi je le trouve hyper intéressant et vraiment excellent. Première des raisons qui fait qu'il n'est pas fait pour tout le monde, c'est l'aspect collection. En effet, Riftband c'est un trading card game, et ce que j'aurais tendance à dire c'est que c'est un vrai trading card game, je mets des énormes guillemets, mais c'est-à-dire que le système de rareté dans les boosters est vraiment poussé, pas obligatoirement à l'extrême, mais vraiment très poussé, ce qui fait que quand vous allez ouvrir un booster, vous allez avoir beaucoup de cartes communes et très difficilement tomber sur les cartes de plus en plus rares. C'est le principe d'un TCG, vous allez me dire dans les commentaires, évidemment je connais les TCG, mais c'est du coup un trading card game qui est pas fait pour tout le monde et ils ont l'air de mettre un peu trop aussi en avant le côté casual du jeu, et on en reparlera justement, et c'est tout cet questionnement là de, il y a d'un côté toute une partie où ils mettent en avant le côté très casual, très accessible du jeu, de l'autre côté on va te proposer un système de rareté qui est extrêmement poussé, donc je voulais vous montrer, parce que regardez un petit peu, donc si on va voir, c'est eux-mêmes qui l'ont annoncé, etc. Donc ils vous ont annoncé 1, 2, 3, 4, 5 systèmes de rareté différents. Jusque là vous allez me dire, c'est cool, il y a de la rareté différente, plus il y a de la rareté, plus ça veut dire que les cartes vont valoir cher, il faut le dire aussi simple que ça. D'autant plus les épiques et les cartes alternatives, limite c'est pas trop grave si elles valent cher puisque c'est pas nécessaire pour pouvoir jouer. Mais ensuite quand on va descendre un petit peu ici en dessous, on voit que dans chaque booster on va avoir 7 cartes communes, 3 cartes non communes, donc jusque là on a celle-ci et celle-ci, 2 cartes rares ou mieux, donc on a celle-ci peut-être ou mieux, une carte foil, une carte token rune et des cartes avec des informations. Et c'est tout. Et donc du coup, si vous observez bien, sur les 5 niveaux de rareté, vous en avez que 3 de semi-garantie, vous en avez que 2 de garantie dans le jeu, ça c'est sûr. Les rares, on est quasi sûr à 100% que ça va être 80% du temps vous allez avoir des rares et 20% du temps vous allez peut-être avoir autre chose que de rares. Et donc les épiques et les cartes alternatives, ça va être beaucoup plus difficile de les avoir. C'est pourquoi je trouve que c'est important de mettre ça en avant dans une vidéo. Moi j'aime bien le jeu, j'aime bien l'aspect collection, je dis pas l'inverse, mais je pense que le marché secondaire il va être saturé de chez saturé, les prix vont s'envoler et moi ça m'inquiète un petit peu pour me donner la possibilité de facilement pouvoir jouer à ce jeu, car le système de rareté c'est un vrai trading card game, ils rentrent sur le marché du trading card game, ils le connaissent, ils l'ont étudié, ils l'ont analysé, évidemment je ne dis pas l'inverse, et on va se retrouver avec vraiment un marché où ça va pas obligatoirement être facile de s'y retrouver. Est-ce que c'est grave? Pas du tout, et c'était pas le point le plus important, mais je trouve que c'est important d'avoir commencé la vidéo autour de ça en disant, et peut-être pas fait pour tout le monde. Deuxième chose, et ça c'est le point le plus important, et c'est vraiment tout ce qui m'a amené cette vidéo et toute cette question. Est-ce qu'il n'est pas fait pour tout le monde selon moi? Parce que les règles du jeu sont compliquées. En effet, vous allez me dire, bah non, ça va, c'est super accessible, etc. Peut-être, hein, je dis pas l'inverse. Mais on va se baser sur des choses avec des informations assez concrètes. Donc là, je vais aller sur YouTube. Ils nous ont fait une magnifique vidéo. Si on regarde cette vidéo, elle s'appelle bien Learn to Play, hein, d'accord? Donc c'est bien, pardon, je descends un tout petit peu, elle s'appelle bien Learn to Play, c'est bien sur la chaîne de Riftband. Elle a été faite avec The Good Time Society, donc c'est vraiment des personnes qui font des vidéos sur YouTube hyper intéressantes, vous voyez, avec de l'animation, de l'explication, de comment gagner la partie, etc. Donc vraiment, tout très bien fait, ok? Où est-ce que ça me pose un problème? Bien, ça me pose un problème parce que vous regardez le délai. Tac, alors il faut que je descende un tout petit peu. On voit que la vidéo, elle dure 42 minutes et 43 secondes. 40 minutes. 40 minutes, je répète, pour learn to play, hein, pour apprendre à jouer.
Une vidéo à apprendre à jouer, ça doit durer en moins de 5 minutes, tu dois savoir lancer la partie, etc. Là, c'est une longue vidéo de 40 minutes. Vous allez me dire, ouais, mais Clonis, arrête, t'exagères, etc. Ils vont faire d'autres vidéos, et sans doute, en tout cas je l'espère, j'imagine une vidéo plus concise, parce qu'ici, ça t'explique les différents types de cartes. Ensuite, ça t'explique les différents types de champions. Ensuite, ça t'explique les unités, les champions que tu vas choisir et comment tu vas pouvoir débuilder. Mais donc, tout ce que je suis en train de dire, c'est des règles de jeu qu'il faut connaître pour pouvoir jouer. Ça t'explique le principe de sort, le principe de gear, les principes des runes, que moi j'adore, hein, c'est vraiment quelque chose que j'aimais énormément. Comment est-ce que fonctionne le Battlefield? Encore une fois, de nouveau, je trouve ça génial, je dis pas l'inverse, mais de Battlefield, moi je prends toujours l'exemple de ce jeu me fait énormément penser à Smash Up en version TCG. Et c'est génial, hein, parce que j'adorais Smash Up. Coucou Yellow, si un jour vous regardez cette vidéo. Clairement, génial. Mais je trouve que cette vidéo, elle est géniale, elle est hyper intéressante. Si vous n'avez pas trop de difficultés avec l'anglais, et même si vous avez des difficultés avec l'anglais, vous allez vraiment prendre du plaisir par rapport à la découverte du jeu. Ça, c'est clair, mais c'est difficile. Vous avez différentes phases de réveil au début de votre tour. Vous avez différentes choses à pouvoir faire durant votre phase d'action. Et surtout, du coup, il vous montrait un petit exemple de gameplay avec des combats. Et on va arriver à l'autre suite qui me fait poser cette fameuse question de « je pense pas que ce jeu sera fait pour tout le monde », c'est le showdown. Et c'est parti pour le showdown parce que c'est vraiment le truc qui m'a fait me poser de nombreuses questions autour de ce jeu sur son accessibilité. En effet, le showdown c'est la phase de combat, donc c'est la phase la plus importante dans le jeu, c'est le fait quand vous allez essayer de conquérir un des battlefields mais qu'il y a déjà un adversaire. Et c'est toute cette phase-là que je trouve qui est complexe, hyper intéressante, hyper intelligente, on va en parler aussi, hein, attention, mais je trouve que cette phase-là, elle est vraiment à sous-estimer peut-être sans avoir fait une partie. Il faut y jouer pour comprendre qu'il y a plein de petites règles. Et pour vous dire que quand je joue avec des amis, donc on joue à énormément de TCG, on a fait des compétitions, on a joué en compétition à de nombreux TCG, et qu'on se retrouve à devoir aller lire dans les règles et vérifier différentes choses pour essayer de bien comprendre comment on est censé jouer ce showdown, ça met bien en avant que, oui, le step d'accessibilité, il est pas si simple que ça. Parce que pendant le showdown, et c'est ce qui fait toute la différence par rapport à d'autres TCG, c'est que quand vous jouez une carte et que vous allez enclencher un showdown, eh bien, votre adversaire peut réagir. Et c'est ça qui change tout dans ce jeu, et c'est ça qui me fait dire attention à son accessibilité. Votre adversaire, on parle bien français, votre adversaire peut réagir avec soit des sorts, et du coup il peut intervenir avant même que votre carte elle ait réussi à justement faire sa conquête. Votre adversaire va aussi réagir dans le cas d'un combat. Et vous aussi, vous allez pouvoir réagir, hein, il vous montre un petit peu dans la vidéo. Donc, vous jouez une carte. L'autre adversaire peut jouer une carte. Moi, je rejoue une carte par-dessus. Et ainsi de suite, ça fait monter, descendre la valeur de l'attaque du héros, descendre sa valeur de points de vie, et potentiellement annule votre attaque. Et ça, à chaque showdown, il y a cette possibilité que votre adversaire réagisse. Donc la seule manière que le jeu soit hyper méga accessible, c'est de transformer le jeu en un système où votre adversaire n'a plus de mana. Quand votre adversaire n'a plus de mana, de runes dans le jeu, quand il a plus de ressources pour pouvoir jouer des sorts, vous êtes quasi sûr, pour l'instant en tout cas, on n'a pas vu de sort à 0, et encore il y a le système de hide dont on va parler, mais vous êtes quasi sûr de pouvoir conquérir une zone et déclencher un combat sans qu'il y ait des trucs dans tous les sens, et donc vous pouvez calculer votre tour. Mais c'est même pas encore fini, parce que si jamais, eh bien, vous allez sur une zone où votre adversaire a caché une carte, il a hide une carte, eh bien potentiellement il y a encore une surprise. Donc encore une fois, tous ces trucs-là, je trouve que c'est ce qui fait que le jeu, il ne sera pas si accessible qu'on pourrait le croire, et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il sera pas fait pour tout le monde. Parce que vous allez à mon avis jouer, et je pense qu'il y a des gens ils vont y jouer et ça va être très sympathique, ils vont commencer la partie etc, puis ils vont lancer un showdown, soit ils vont mal faire les règles, soit un jour ou l'autre ils vont jouer contre quelqu'un qui a un poil plus poussé, un poil plus réfléchi le jeu dans le sens avoir compris les règles, et vous allez subir la partie parce que c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte dans le jeu. C'est vraiment ce système de showdown. Je reprends l'exemple de Magic, Feu Magic, je dis Feu Magic alors qu'il existe toujours mais vous avez compris, parce que vraiment c'était quelque chose qui était très
poussé dans Magic, c'est ça qui faisait qu'il fallait faire très attention. Tant que ton adversaire il avait du mana et des cartes en main, il fallait bien réfléchir à comment est-ce que vous alliez jouer votre tour. Et donc vous jouiez toujours en 2 temps, vous jouiez le temps de votre tour, mais aussi vous deviez penser au tour suivant, pendant le tour de votre adversaire, à ce que vous aviez envie de faire, et l'air de rien, je trouve que ça rajoute de la complexité au jeu. Est-ce qu'elle est mauvaise cette complexité? Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo et je tiens à le redire, pour moi elle n'est pas obligatoirement mauvaise cette complexité, je trouve qu'elle est juste présente et que c'est pour ça que ce jeu ne sera pas fait pour tout le monde. D'autant plus quand on va voir, et je vous allez me dire dans tous les TCG c'est comme ça, mais je trouve que c'est là où c'est très intéressant, quand on va voir dans les core rules. Les core rules, elles sont super bien faites, je dis pas l'inverse, mais c'est 65 pages de core rules, encore une fois, pour moi. Donc les core rules, c'est pas ça avec laquelle la plupart du temps vous allez jouer la plupart du temps avec les quick start rules, mais les core rules, moi, c'est ceux avec quoi je joue. Dans tous mes TCG, et même les jeux de société parfois qui ont 2 types de règles, c'est ceux avec quoi je joue, c'est là où j'ai toutes les informations de plein de situations qui peuvent arriver. Mais ce qui met bien en avant, le fait que dans ce jeu, il y a plein de petites situations, il y a plein de mots-clés, et il y a plein de systèmes qui font que il faut des core rules comme celle-ci. Vous avez la même chose avec les tournament rules, très intéressantes, encore une fois. Là, c'est plus sur... je vais vous montrer, il y a 36 pages de tournament rules. Là, c'est vraiment plus typé pour les joueurs compétitifs, et là je comprends tout à fait, mais quand je vois les core rules, quand je vois la vidéo qui fait 44 minutes pour découvrir le jeu, c'est génial parce que moi clairement j'ai bien compris comment le jeu fonctionnait, mais je me dis il est vraiment pas pour tout le monde, d'autant plus quand vous prenez en compte un petit peu tout ce que je vais essayer de résumer dans ce qu'il y a dans ce jeu. Dans ce jeu vous avez un deck qui est composé de 2 couleurs, jusque-là, vous me suivez. Vous avez un champion qui a déterminé cette couleur. Vous avez une carte qui est en dehors du deck, donc vous avez déjà 3 trucs. Vous avez votre deck, vous avez votre zone vous avez votre champion qui a un effet passif, et vous avez une carte de votre deck qui est le champion légende, qui est disponible, qui est un peu votre carte en plus dans votre main. Ça fait déjà 3 trucs, hein. Vous avez ensuite un deck de runes. Alors moi c'est génial, je trouve ça très bien. Enfin, on arrive à s'éloigner de plus en plus des jeux où il y a votre mana dedans et vous piochez et vous avez que votre mana et vous ne savez rien faire. C'est génial, je dis pas l'inverse, mais c'est un truc séparé en plus. Donc ça vous fait une zone en plus et un deck supplémentaire. Qui aussi a sa manière d'être deck buildé, parce qu'en fonction, vous allez devoir deck builder d'une certaine manière. Vous avez ensuite votre zone sur le champ de bataille. Et 2 battlefields. Et d'ailleurs, ça fait partie des trucs que vous amenez 3 battlefields que vous allez mélanger, etc. Que vous allez devoir choisir aussi. Donc c'est encore un mini deck supplémentaire. Et donc vous avez beaucoup de zones sur ce jeu qui sont très intéressantes, qui amènent plein de allers-retours où on fait plein de boui-boui. Il y a plein de personnages qui font du boui-boui, tu fais des trucs, au final t'as pas fait grand-chose, mais c'est très chouette en termes de sensation de jeu, en tant que joueur t'as l'impression d'avoir fait des trucs. Moi j'adore faire du boui-boui dans les jeux, et j'adore piocher des cartes aussi. Et avoir du mana, plein de mana, c'est trop cool, enfin des runes. Et après à ça, vous ajoutez le système de runes qui est hyper intelligent, mais avec le recyclage, qui est un système qu'il va falloir appréhender. Moi je le trouve hyper intelligent et je le trouve pas si complexe que ça, mais je trouve qu'il est présent et qu'il faut le prendre en considération dans la difficulté de l'accessibilité du jeu. Et puis vous ajoutez le système de showdown, avec tous les mots-clés des jeux de trading card game évidemment, qui sont très bien expliqués sur les cartes, je ne dis pas. Mais tout ça, ça me fait vraiment me dire que ce jeu, il n'est pas fait pour tout le monde, mais pour autant, il va tout casser. Et pourquoi il va tout casser? Eh bien, déjà, pour son IP, Riot Games. Take My Money, un Riot Games, moi ça fait depuis la bêta de League of Legends que je joue au jeu de Riot Games, j'ai encensé leur trading card game lorsqu'ils l'ont sorti en ligne. Legend of Runeterra, c'était un des meilleurs trading card games qui ait pu exister en ligne. Je suis triste qu'il l'ait changé, même si à l'heure actuelle je m'éclate dessus en mode Slay the Spire, un roguelite. Il est vraiment super cool, au cas où ça vous intéresse. Franchement il est vraiment très très bien à ce niveau là. Et puis maintenant on voit la suite de ce qu'ils avaient peut-être pensé au départ, on ne sait pas, mais c'est un trading card game physique. Il rentre sur le marché, c'est un marché qui explose clairement ces dernières années. On vit un âge d'or du trading card game, positivement ou négativement, hein, c'est chacun à vous de voir, hein. Moi qui fais du multi-TCG, je vais pas m'en plaindre, et en même temps c'est difficile de trouver son nouveau main TCG, parce que il y en a tellement que moi j'ai envie de jouer un petit peu à tout, et donc du coup clairement c'est difficile de s'investir, mais il va tout casser rien que pour l'IP. Le nombre de personnes à qui j'ai parlé et qui m'ont dit « Ah ouais, j'en ai entendu parler, je testerai ». Et ça c'est génial pour un jeu, c'est que son IP, comme Disney à l'époque, hein, comme Lorcana quand il est sorti, c'est des jeux où en fait les gens sont ok de lui donner une chance. Contrairement à de nombreux TCG qui sont excellents et qui ont dû se forger une place, pense à Flesh and Blood qui a dû se forger une place parce que c'est une IP que personne ne connaissait.
Maintenant, ils l'ont développée, elle est géniale, je dis pas l'inverse. Mais ici, on arrive avec en plus des personnages, des Tryndamere, des Vi, des Kassai. Enfin, franchement, c'est tous des personnages que certains ont joué depuis de nombreuses années. Et donc, il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est vraiment une des choses qui fait qu'il va tout casser. C'est vraiment son IP qui est génial, ses illustrations qui sont géniales. Et du coup, bah, tout ce public-là qui est déjà... tous ces fans hein, de Riot Games, de manière générale, de League of Legends, qui vont au moins lui accorder une chance. Et si cette chance se passe bien, eh bien, ils investiront dans le jeu. Autre chose à savoir qui fait que ça va tout casser, et on a déjà les informations que ça a tout cassé, eh bien c'est que même sur le site de Riot Games, ils ont décidé de le mettre en vente. Ils ont décidé de mettre le jeu en vente avec une limite, hein, donc tu étais limité par 2 box par personne, et ça a été out of stock, là vous voyez, out of stock en... Franchement, je sais même pas en combien de temps c'était fait, parce que je crois que c'est apparu à 1h du matin, et moi, le matin, quand je me suis réveillé, il devait être 8h, et même à 8h, il n'y avait plus rien qui était disponible, c'était complètement out of stock. Ce qui est encore disponible, c'est les packs de démarrage, ce qui fait penser un peu à du scalping, malheureusement. À mon avis, il y a beaucoup de scalpers qui vont... Donc le scalper, c'est les gens qui conservent un petit peu les boîtes, qui achètent et qui revendent. C'est pas génial, mais ça existe dans le monde du TCG, c'est le monde du TCG littéralement, l'achat et revente, et en soi... Je vais pas dire que je comprends parce que j'aime pas dire ça, mais en soi il y a des gens qui le font et c'est logique. Moi j'ai envie d'ouvrir des boosters, donc ça me frustre un peu quand j'ai envie d'ouvrir et de jouer au jeu au moment de sa sortie et que c'est très difficile de tomber, d'arriver à trouver des prix corrects pour avoir des booster box. Mais il va tout casser du coup dans le sens où clairement on le voit là à l'heure actuelle, la plupart des boutiques auxquelles vous pourriez téléphoner, elles essayent plutôt d'avoir du Riftband, et si elles en ont, elles savent que c'est déjà vendu. Pour la plupart c'est même déjà vendu et c'est en anglais. Alors peut-être ça va pas faire tout casser pour vous, amis francophones qui regardez cette vidéo, peut-être que ça va vous poser problème de jouer en anglais, moi je conseillerais de jouer en anglais. Un jour ou l'autre, ils ont parlé de faire de la traduction, on verra si c'est de la traduction francophone, en tout cas c'est clair et net que s'il y a une traduction, une localisation, il y aura en français, mais moi la plupart des cas je les jouerai en anglais parce que j'aurais eu la possibilité et que ça me pose pas un problème particulier. Il va tout casser aussi parce que, mais même si je mets un hola là-dessus, c'est avec cette boîte là, moi je trouve que ça c'est hyper intéressant. À 32 €, vous avez une boîte de démarrage avec 4 personnages, tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer, et ça c'est génial. Moi je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui manque encore parfois dans certains TCG, c'est ce truc boîte de jeu de société. C'est là où je disais en même temps d'un autre côté, c'est mon paradoxe, hein, mais attention à ce que ça pourrait dégager comme image. Cette image de... Ils ont beaucoup mis en avant le fait qu'il y avait plein de modes de jeu, le mode multiplayer, 1 contre 1 contre 1, 2 contre 2, le mode en équipe, ils ont parlé d'un mode 5 contre 5 en mode MOBA, évidemment. C'est là où je mets en même temps le hola. D'un côté, je trouve que c'est hyper important de sortir ce genre de choses. D'un autre côté, je me dis attention à ce que ça dégage comme image en mode ah c'est super accessible, ah c'est facile, c'est un genre de jeu de société. Et puis après, vous arrivez avec une vidéo de 40 minutes qui doit vous expliquer les règles. Et où moi, je pense que ça c'est complexe, d'autant plus quand je vous ai déjà un petit peu tout expliqué sur justement toute la complexité de comment pas de la tempo, je sais pas si ça se dit, mais du rythme dans le jeu. Après par contre du rythme il y en a. Encore une fois, moi j'adore ce jeu, réellement, je le trouve génial, je m'éclate à y jouer, je prends vraiment du plaisir et pourtant les jeux où on pioche une carte par tour c'est le genre de choses qui m'énerve, mais comme on pioche une carte par tour, plus de runes, plus vous avez vos cartes de départ en main, plus il y a plein de petits trucs qui vous font piocher des cartes quand vous jouez des personnages qui vous font piocher des cartes, plus le fait qu'en fait il y a beaucoup de mouvements, de bruit, de trucs que vous faites pendant votre tour. En fait moi ce que j'aime pas c'est avoir cette sensation de rien faire pendant mon tour. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément et c'est pour ça que moi je vais y jouer, vous allez m'en entendre parler, d'où le fait que j'ai décidé de recommencer à faire des vidéos autour de ce jeu. J'ai commandé des choses, dès que ça arrive, je vous ouvre des boosters, j'en parle avec vous, je vous parle du gameplay, j'aimerais bien tourner une vidéo autour du gameplay, clairement pour vous expliquer comment jouer à ce jeu et les petits trucs et astuces. Enfin vraiment ce jeu il est génial et moi je vais vous en parler, c'est sûr et certain, mais attention, pour moi, il est clairement pas pour tout le monde et c'est pas quelque chose de négatif. Je pense de plus en plus que dans le milieu du TCG où il y a un raz-de-marée, il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à survivre et qu'il faut trouver sa place. Et que League of Legends, il va avoir sa place un petit peu entre le TCG que tu fais, le main TCG et le side TCG. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est que, bon, il y en a, ils vont jouer en TCG principal, je dis pas l'inverse, mais il arrive quand même après beaucoup de personnes qui existent, donc ça va pas être si facile.
mais il a une IP et une force de frappe énorme. Il peut arriver à toucher le marché des joueurs compétitifs, en tout cas moi je croise les doigts et c'est ce que j'espère vraiment avec Riftbound, c'est que Riot, il sait faire dans l'e-sport, et ben qu'il soit capable de le faire en version physique, de vraiment amener le TCG et amener le jeu de société même de manière générale, alors ça commencera par le TCG, à un autre niveau en termes de compétition, en termes de prize money, en termes de, du coup de tournaments, de tournois. Moi c'est vraiment quelque chose que je pense que Riot est capable de faire et ils sont capables de bien s'entourer. Et je pense que c'est plus dans cette zone-là qu'ils vont aller. Quand on voit le système de collectabilité, c'est clairement un truc où les cartes vont valoir de l'argent et donc potentiellement pouvoir avoir un truc qui est assez viable, assez tournoi, assez orienté compétition, mais pas non plus, je pense, du niveau de Flesh and Blood. On y est quand même pas loin, mais pas à ce point-là. Vous voyez, je pense qu'un poil en dessous. Sachant que Flesh and Blood est vraiment incroyable, mais qui demande énormément de skill et Flesh and Blood ça ne te pardonnera pas, il faut que tu fasses plus de 16 heures il te faut tes 16 heures d'entraînement pour pouvoir faire de la compétition réellement à haut niveau, je parle bien, attention encore une fois. Je pense que Riftbound, pour avoir de nombreuses parties derrière moi, eh bien sera un poil en dessous et c'est positif. C'est que du coup, tu pourras plus facilement retrouver ton niveau, retrouver un bon niveau, ou en tout cas avoir un bon niveau dans ce jeu, prendre du plaisir et aller en compétition. On verra si j'avais raison ou si j'avais tort. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu de Riftbound, est-ce qu'il est fait pour vous, est-ce qu'il n'est pas fait pour vous, est-ce que vous allez y jouer, est-ce que ça vous intéresse que je continue à parler de ce jeu dans les commentaires de cette vidéo. Bisous, bye bye.